J'ai découvert la saga Vendredi 13 avec le premier et le deuxième film le même jour. J'ai été fasciné par cet être qui deviendra plus tard iconique au nom de Jason, mais je me posais énormément de questions. Qui était-il? Pourquoi se cachait-il? Bon, après j'avais une petite idée vu qu'il tuait pas mal de monde. Et pourquoi vivait-il en forêt? Comment il avait fait pour survivre? Il y avait beaucoup de questions, son passé et autres, qui se mélangeaient dans ma tête. Avec cette vidéo aujourd'hui, je vais me faire un grand plaisir de vous raconter toute l'histoire du tueur de Crystal Lake, Jason Voorhees, le tueur du vendredi. C'est le 13 juin 1946 que Jason Voorhees est venu au monde. Il est le fils de Pamela Sue, née en 1930, et de Elias Voorhees. Le couple est illégitime au moment de la naissance de Jason, car la mère a tout juste 16 ans. Elle épousera Elias les mois suivants, mais leur union s'achèvera par une séparation 2 années plus tard, en 1948. À la naissance, Jason est paralysé du côté droit du visage, mais il est également atteint d'hydrocéphalie, une maladie qui déforme son crâne, lui donnant une apparence plus que particulière. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Les causes de cette maladie sont multiples, mais dans le cas de Jason, ce sera la faute de son père, Elias, alcoolique invétéré et violent envers sa femme. Les coups pleuvront tout le long de la grossesse de Pamela. Et c'est également durant sa grossesse que Pamela développera un lien très fort, voire extrême, avec son futur fils. Elle lui parle. Jusque-là, c'est normal. Seul problème, c'est que Pamela entend Jason, qui n'est encore qu'un fœtus, lui répondre. Après l'accouchement, les semaines passent, et au cours d'une de ses nombreuses cuites, Elias frappe Pamela, la laissant au sol, couverte de plaies, d'ecchymoses, dans un appartement complètement retourné. Le lendemain, Elias quittera le foyer, abandonnant femme et enfant, après avoir entendu sa femme discuter une fois de plus avec son bébé. Celle-ci lui répétait « Tue-le, maman. Oui, tue-le. Tue-les tous. » Alors rien, mais alors rien du tout ne cautionne les agissements d'Elias. Que ce soit de frapper sa femme, d'abandonner sa famille, mais honnêtement, une mère qui parle à un fœtus et qu'elle entend le fœtus lui répondre, ça commence à puer, ça sent pas bon. Elias s'installera dans la région de Crystal Lake Park pour y devenir ranger des eaux et forêts. Pamela, désormais seule à élever son fils, surprotégera l'enfant et décide qu'en raison de son handicap, il serait mieux de ne pas le scolariser avec d'autres camarades. Nous sommes maintenant en 1957. Les années passent et tout en élevant Jason dans une atmosphère plus qu'anxiogène et surprotectrice, Pamela, qui a maintenant 27 ans, travaille depuis quelques mois au sein de la colonie de vacances Crystal Lake Camp. Elle occupe le poste de cuisinière. Ce camp de vacances est un lieu paradisiaque. Il est situé entre Fairfield et Westport, dans l'état du New Jersey. Il est situé aussi dans une forêt très verdoyante. Il a ouvert ses portes aux étudiants en 1935 pour à la fois les préparer à être futurs moniteurs, mais également les accueillir dans des colonies durant leurs vacances. Ce boulot de cuisinière est une bonne opportunité pour Pamela. Cela lui permet d'avoir un salaire, d'être logée et de vivre au grand air, mais aussi d'avoir Jason toujours près d'elle pour veiller au grain. Pourtant, cet été-là, Pamela va y connaître le malheur. Les enfants de cette promotion prennent le petit Jason comme un souffre-douleur, à cause de sa difformité, mais aussi de ses jeux assez particuliers. Il prend plaisir à infliger des tortures et des sévices à certains animaux. Ah, c'est sûr que c'est pas joli rigolo, hein. Le comportement de Jason devient de plus en plus instable, et les enfants de la colonie ne l'épargneront pas quand ils découvriront ses pratiques. Entre insultes, harcèlement, moqueries, rien ne lui sera épargné. Jason est décidé à prouver qu'il n'est pas un monstre aux yeux des autres gamins. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Il désobéit à sa mère et file sur un des pontons de la colonie qui borde le lac. Mais la bêtise des enfants n'ayant d'égal que leur méchanceté, il pousse Jason à leur prouver qu'il sait nager en le jetant directement dans le lac. Les moniteurs ne prêtant aucune attention aux cris de Jason, qui est en train de se noyer, ne purent éviter le drame. Et pour cause. Ils étaient un tout petit peu occupés à flirter au lieu de surveiller les enfants. Enfin, ces petits cons. Ouais, ces petits cons. Parce qu'à ce stade-là, c'est des petits cons. Et tout ce qui va suivre va découler de cet instant-là. Ne sachant pas nager, c'est sous les yeux de ces jeunes bourreaux que Jason disparut dans les profondeurs du lac. Son corps ne sera jamais retrouvé par la police. Et Pamela sera traumatisée jusqu'à sa mort de la disparition de son fils. Ce qui techniquement est compréhensible. Pour déjà quelqu'un de normal. Mais alors quelqu'un qui est vrillé du bocal comme Pamela, ça sent la thérapie à 15 bornes. Ou pas.
L'année suivante, la saison d'été commence à peine, et les deux moniteurs que la cour de justice avait jugés et déclarés innocents de la disparition de Jason ont repris leur poste au sein de la colonie de Crystal Lake Camp. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Ces derniers seront assassinés par un tueur mystérieux que la police ne parviendra pas à identifier. On faisait rien de mal, on a bien le droit de s'embrasser. C'est à la suite de ce drame que le camp Crystal Lake sera rebaptisé par les gens de la région le camp sanglant. Puis les années passent, le camp, provisoirement fermé, tente de réouvrir ses portes, mais un incendie empêche les responsables d'y parvenir. En 1960, une jeune fille se noiera elle aussi dans les sombres profondeurs du lac. Une nouvelle tentative de réouverture aura lieu en 1962, mais une fois de plus, c'est un échec. L'eau du lac est empoisonnée. On découvrira bien plus tard que Pamela Voorhees est responsable de tous ces actes de destruction et de contamination. Enfin, le vendredi 13 juin 1978, les travaux de réhabilitation du camp reprennent. Il s'est écoulé plus de 20 ans depuis la disparition de Jason, et 16 depuis les derniers sabotages de Pamela. Mais le drame est toujours dans les mémoires des villageois de Crystal Lake. La colonie maudite, ils vont rouvrir cette horreur? Tu vas à la colonie maudite de Crystal Lake. Allez, n'emmerde pas le monde, Ralph, tire-toi, dégage. Tu n'en reviendras jamais, t'entends? La mort rôde sur la colonie. Grâce à 25 000 $, Steve Christie rénove les anciens bâtiments, et avec l'aide d'une nouvelle équipe de moniteurs, Marcy, Jack, Brenda, Ned, Annie, Bill et Alice, il espère réouvrir pour la saison qui approche les portes de cette nouvelle version de Crystal Lake Camp à tous les enfants désireux de passer de bonnes vacances. À quelques jours de la grande ouverture, lors d'une nuit de pleine lune, les jeunes moniteurs se feront massacrer les uns après les autres par un tueur sans pitié. Une seule monitrice survivra à cette nuit, c'est Alice Hardy. Si, il m'avait dit de dire Hardy. Non, j'ai pas dit Si, il m'avait dit de dire Hardy. Elle mettra fin au massacre en décapitant avec une machette l'assassin qui n'est autre que Pamela Voorhees, aveuglée par la folie et la vengeance. Cependant, non loin de là, caché dans les buissons, Jason a assisté à toute la scène, et dans son esprit, il réclame aussi vengeance. Il traquera Alice jusqu'à son appartement en ville, la tuera, puis reviendra sur les terres forestières qui bordent le lac pour protéger et tuer toute personne qui tenterait de s'introduire sur ce qui, à ses yeux, est devenu son territoire. Je vous vois arriver, bien sûr. Vous allez me demander, mais comment ça se fait que Jason est encore en vie? En 1957, il est tombé à l'eau. Il a été sauvé in extremis par son père Elias, qui se trouvait non loin de là pour les besoins de son boulot de ranger. Elias l'a sauvé, soigné de ses blessures, et l'a pris sous sa protection. Et on peut le dire littéralement, il l'a enlevé pour qu'il ne reste pas auprès de sa folle de mère, la bien nommée Pamela. C'est pour cela que son cadavre ne fut jamais retrouvé par la police, qui pourtant avait dragué le lac à plusieurs reprises. Les mois et les années passèrent, et la folie de Pamela s'est accrue comme vous le savez. Et Elias, pour sa part, est devenu sobre et un ranger efficace. Il a enseigné tout ce qu'il savait sur la survie forestière à son fils. Lui aussi est atteint, comme à sa maman, d'un esprit un peu dérangé. Elias sera assassiné quelques années plus tard par un Jason qui se rappelle quand même de tout ce que lui racontait sa mère concernant les coups assénés par Elias durant sa grossesse, qui seraient néanmoins liés à sa maladie physique. En 1979, Jason a 33 ans. Il vit caché dans les bois tel une bête sauvage, le visage déformé, caché par un sac en toile de jute. Il se nourrit en chassant des animaux de la région et ramassant des fruits qui l'entourent, comme lui a appris son père Elias. Il possède désormais un corps solide et une très grande force. Il connaît la forêt de Crystal Lake mieux que quiconque. Cela lui permet d'ailleurs d'y vivre caché dans une petite cabane et aussi d'échapper à d'éventuelles recherches de police. Mais ce paisible moment de calme ne durera que quelques mois, car l'année suivante, le 9 juin 1980, Paul Holt décide d'ouvrir de l'autre côté du lac Crystal un camp d'entraînement qu'il a mis quelques mois à mettre en place pour les futurs moniteurs de colonies qui seront envoyés à travers tout le pays à réception de leur diplôme. Bon, on s'installe et on se tait. Ça fait plaisir de vous avoir à notre stage de perfectionnement des moniteurs. Jason se sent à nouveau agressé et sort de sa retraite pour exterminer les intrus. Il prend de plus en plus de plaisir d'ailleurs à tuer et également devient très méthodique. Il parvient à s'échapper après avoir agressé sa dernière victime, Jenny Field, qui usera de toute sa ruse pour lui résister, en enfilant le pull de sa mère et en prenant son apparence. Tout est fini, Jason. Tu as bien travaillé, mon fils. Maman est satisfaite. Viens près de maman. Allez, viens.
Dans le même temps, Chris, une étudiante qui passe quelques jours de vacances dans la maison familiale au bord du lac. Alors, pour info, je vous vois arriver direct en disant « Mais comment ça se fait que on n'entend pas crier, on n'entend pas hurler, on ne voit pas de mort, on ne voit pas ceci, alors qu'ils sont autour du lac ?» Il faut savoir que la forêt de Crystal Lake compte 153 hectares. Le lac, juste lui, fait 9 hectares. Ça fait un immense terrain de chasse pour Jason et pas mal d'habitations pour tous ceux qui y vivent autour. Donc Chris, qui reçoit ses amis dans la maison familiale pour quelques jours, ignore que Jason rôde et que son petit groupe va être décimé un par un, avec une variété dans les meurtres qui laisse penser que Jason vraiment est de plus en plus créatif. Il abandonne son 5 à toile de jute, dans lequel la vue est tout aussi relative, pour enfiler un masque de hockey, qui sera son plus grand signe de reconnaissance. Chris, par miracle, arrivera à blesser Jason, en lui plantant une hache dans le crâne, qui laissera quand même notre tueur sur le carreau. La police arrive pour constater les dégâts, ramasser les morts. Les ambulances vont embarquer tous les cadavres vers la morgue de Crystal Lake City. Et 2 jours après ce massacre, le 13 juin, alors qu'il va être autopsié, Jason tue encore le médecin légiste et prend la fuite, direction son territoire. C'est à la résidence des Jarvis que, passant par là, en rentrant de la ville, que Jason fera quelques morts supplémentaires. Mais pour les forces de l'ordre, il ne fait aucun doute que c'est bien lui qui est auteur de ces crimes. Vu qu'il s'est quand même enfui de la morgue, ce serait légitime qu'il pense que c'est lui. Mais malheureusement pour le tueur de Crystal Lake, le petit Tommy Jarvis, 12 ans, aura enfin raison de lui. Après s'être acharné à coups de machette sur sa tête et sur le corps de Jason, Tommy sera traumatisé. Alors là, je comprends pas pourquoi. Et passera les années à venir en centre psychiatrique, puis en centre spécialisé en réadaptation à la vie en communauté. D'abord, je voudrais te faire un petit topo sur Pinehurst et ensuite tu pourras aller t'installer dans ta chambre. À propos de Pinehurst, tu verras qu'ici ça n'a rien à voir avec l'hôpital psychiatrique d'où tu viens. Nous n'avons pas de surveillant, il n'y a personne pour te dire ce que tu dois faire ou ne pas faire. En fait, ici, tu seras ton seul maître. Durant ces dernières années, Tommy tente de refaire surface, mais il reste encore traumatisé par cette nuit-là. Et lorsqu'il sort enfin de son centre de réadaptation psychiatrique, il prend la route et fonce direct vers le cimetière de Crystal Lake pour être enfin sûr que Jason est bien et bien mort. Le projet, c'est d'incinérer le cadavre qui repose là depuis 8 longues années. Mais bien évidemment, rien ne se passe comme prévu. Et à cause d'une barre en fer plantée de rage en plein torse du cadavre, et d'un éclair qui ramène à la vie le tueur de Crystal Lake, Tommy tentera de l'arrêter en le faisant couler au fond du lac. Une pierre et une chaîne autour du cou. Tommy disparaît, la conscience enfin apaisée de savoir que Jason est revenu au fond du lac. Pour Jason, le temps est long. Il réside encore au fond du lac et cela fait plus d'1 an que Tommy l'a fait plonger dans les eaux sombres de Crystal Lake. Tina, une jeune femme de 17 ans, et sa mère reviennent dans leur maison d'été pour essayer de faire le deuil du père qui s'est noyé par accident quelques années auparavant. Alors là, Jason, lui, il y est pour rien cette fois-ci. Le père s'est noyé, lui, Jason, il a rien fait. Ça change. Tina se découvre un don de télékinésie, qui va extraire le corps de Jason du fond du lac, mais qui l'y replongera quelque temps plus tard, avec l'aide de son défunt père, revenu d'entre les morts le temps d'aider sa fille. Cette fois, Jason a pu s'échapper des eaux sombres du lac, et le monstre qu'il est devenu n'a plus rien d'humain. Seul l'instinct primaire de tuer fait partie de son quotidien. La fin des examens de l'année 90 amènera de la chair fraîche à ce monstre, qui est devenu ce pauvre gamin noyé dans le lac voilà quelques décennies. Après avoir débarrassé les eaux et les terres de Crystal Lake de tout intrus, et après avoir fait aussi un petit détour par New York, Jason décide de se retirer une fois encore. Durant les 2 années suivantes, le FBI va mettre au point une opération pour enfin coincer Jason Voorhees, pour qu'il ne soit plus qu'un lointain souvenir. Il était quand même temps, parce que le bureau s'inquiète de ce qui se passe à Crystal Lake. On peut pas dire que les fonctionnaires ils s'en foutent royalement, mais là quand même c'est vachement bien limité. Avec l'aide d'une agent spéciale du FBI, qui se fait passer pour une victime, ils arrivent à piéger Jason et le font littéralement exploser. Mais le mal qui l'habite ne compte pas mourir si facilement. C'est avec l'aide de Creighton Duke, un chasseur de primes, que Diane et Jessica, respectivement fille et petite-fille d'Elias Voorhees, que ce dernier a eu durant sa reconversion professionnelle, qu'ils mettront un terme définitif à la vie du croque-mitaine de Crystal Lake.
Alors, au vu de l'histoire, Jason est définitivement mort. Je ne parlerai pas dans cette vidéo de Jason X et de Freddy contre Jason, ce sera l'occasion de faire une autre vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi, un petit pouce bleu, c'est toujours sympa, un abonnement, vous faites sonner la cloche et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.